L'actualité complète, juste et sans patience est sur MTV+. Bienvenue à tous, voici les titres à la une ce soir. 2023, année de la jeunesse en Côte d'Ivoire, une vision qui se décline par des engagements sur le plan éducatif. Le Premier ministre Jérôme Patrick Achi était dans la région du Béquet ce week-end pour la pose de la première pierre d'un lycée professionnel multisectoriel. Dans l'actualité sous-régionale, la CEDEAO vient d'adopter une nouvelle stratégie pour une meilleure régulation du e-commerce. On en parle en début de cette édition. Et puis, cette catastrophe survenue dans la ville de Rolling Fork aux États-Unis, 2000 logements détruits par une tornade. Bienvenue à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur la télé qui transforme pour 15 minutes d'actualité. Je vous le disais en titre, le gouvernement ivoirien engagé aux côtés de sa jeunesse, illustration avec la pose de la première pierre d'un lycée multisectoriel, c'est dans la région du Béquet. Le Premier ministre Jérôme Patrick Achi était bel et bien sur place pour cet acte historique. À terme, ce lycée va permettre d'enseigner des métiers novateurs. Fruit de la coopération ivoiro-chinoise, 7 lycées multisectoriels, dont Ebempe, Agnaman, Yamsokro, Korogo et Kong, ont pour objet favoriser l'accès des jeunes aux emplois relevant des domaines novateurs de l'électrotechnique. Diabo, dans le centre du pays, fait partie intégrante de ce projet et ce coup de truelle marque la volonté de l'État de contribuer à la célérité des travaux déjà entamés. Le choix de la localité de Diabo pour ce projet, inclus dans la dynamique de l'année de la jeunesse, ravit les populations. Cette cérémonie marque effectivement le début d'un projet ambitieux qui offrira des possibilités éducatives et professionnelles inestimables à notre communauté, en particulier à nos jeunes, qui constituent en cette année 2023, dédiée à la jeunesse, la cible privilégiée des actions du gouvernement. Des jeunes appelés donc à prioriser la formation pratique, ceci afin de faciliter leur insertion, d'où l'option des filières mécaniques, générales et agricoles, l'élevage ou encore le bâtiment et les travaux publics. Il est envisagé d'accueillir 1000 apprenants en formation initiale dont les scolarités seront sanctionnées par le CAP et le BT. Cependant, les locaux seront aussi utilisés pour les activités de l'école de la seconde chance, formés sur des périodes relativement courtes. Plus de 2000 jeunes chaque année dans les filières débouchant rapidement sur l'emploi rémunéré ou l'auto-emploi. Opportunité pour le ministre de la Formation professionnelle d'espérer la livraison de l'ouvrage avant la rentrée scolaire 2024. Et cela a raison, car le gouvernement entend renforcer le dispositif national en faveur du développement de l'enseignement technique. C'est aussi en filigrane l'essence des propos du Premier ministre Patrick Achi parlant au nom du chef de l'État, du président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire est une nation qui considère comme vital de former sa jeunesse, lui donner les moyens de vivre décemment, de s'insérer sur le marché du travail en occupant des emplois durables. C'est à cela que s'attelle sans relâche Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, depuis qu'il a été élu. C'est à cela que nous devons, nous aussi, chacun, à notre niveau, œuvrer. La jeunesse sur orbite, mais le développement toujours en marche. En plus des multiples acquis réalisés par le président de la République, Alassane Ouattara, dans la région, bientôt Diabo, la capitale du pays Glo, disposera d'un château d'eau, promesse faite par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, par la voix de son Premier ministre. Toujours dans l'actualité ivoirienne, on parle de l'économie. À présent, les efforts du gouvernement ivoirien portent des fruits. Désormais, la Côte d'Ivoire fait partie des 100 pays les moins corrompus sur notre planète. Ces efforts ont été salués par le ministre Epiphane Zorobibalo devant plusieurs acteurs internationaux. Sur 180 pays évalués dans le domaine de la corruption entre 2021 et 2022, la Côte d'Ivoire occupait la 152e place. Aujourd'hui, avec les efforts et les actions engagées, le pays fait partie du top 100 des pays les moins corrompus au monde, en occupant la 99e place. Des indicateurs de bonne gouvernance que Epiphane Zorobibalo partage avec le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire et les institutions internationales au cours d'un petit déjeuner débat. Tous les indicateurs indiquent les efforts que nous faisons. Et si la Côte d'Ivoire fait ces efforts, c'est grâce aux partenaires, c'est avec l'appui des partenaires. Nous avions donc
une obligation, c'est une obligation de redevabilité, de dire aux partenaires ce que nous faisons avec leur accompagnement technique et leur présenter nos principaux défis. Après des échanges fructueux, les diplomates réaffirment le soutien de leur pays et institutions à la Côte d'Ivoire dans ses efforts de lutte contre la corruption. La lutte à la corruption a un impact vraiment très important, même en termes de compétitivité économique. Donc de dire qu'un pays où la corruption est basse va attirer plus d'investisseurs. Parmi les secteurs prioritaires, on a identifié la santé. On sait que c'est un secteur très utilisé par les femmes. Donc si les femmes sont victimes, est-ce qu'on peut trouver des moyens pour s'assurer que les femmes ne sont plus victimes et trouver les moyens pour s'assurer qu'elles ont un accès égal, équitable, inclusif à tous ces services. La première édition du Petit Déjeuner débat avec le corps diplomatique et les institutions internationales a permis au ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption de se projeter sur l'avenir. Un pays à revenu intermédiaire dans la tranche supérieure à l'horizon 2030, pour y arriver, il faut renforcer la bonne gouvernance, il faut davantage lutter contre la corruption et nous ne pouvons le faire qu'avec l'accompagnement, l'appui soutenu des partenaires à la fois du côté multilatéral que du côté bilatéral. Epiphane Zoro Balo a des ambitions pour la Côte d'Ivoire et pour les matérialiser, une douzaine de projets verront le jour en 2023. Kandia Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, a pris part à ce rendez-vous diplomatique. Voilà, la lutte contre la corruption est un effort à poursuivre pour garantir aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes un meilleur avenir et un partage équitable des richesses nationales. Un tout autre sujet à présent et on parle de l'actualité africaine. La sous-région ouest africaine adopte de nouvelles stratégies pour réguler au mieux le e-commerce dans l'espace CEDEAO. Les détails tout de suite dans ce reportage. Le renforcement institutionnel, la sécurisation de la confiance tout au long de la chaîne d'approvisionnement, la fourniture de renseignements et l'inclusion des groupes marginalisés et vulnérables. Ce sont quelques objectifs visés par la nouvelle stratégie de commerce électronique adoptée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au thème de la 5e réunion régionale sur le développement du commerce électronique tenue du 20 au 21 mars 2023 à Accra au Ghana. L'organisation sous-régionale a adopté une stratégie de commerce électronique et son plan de mise en œuvre pour la période 2023-2027. Le commerce électronique va régir l'essentiel de l'activité commerciale entre les pays des 5 prochaines années, d'où l'importance de canaliser ce commerce, de le rendre homogène et le fusionner au commerce général des services. C'est-à-dire le commerce va devenir un commerce électronique adapté aux services pour que les services prennent un bon départ et que les services s'envolent encore de façon sécurisée, à la fois au niveau des paiements qu'au niveau des transactions. Dans un communiqué daté du 24 mars 2023, la CEDEAO a indiqué que l'adoption de la stratégie de commerce électronique est conforme aux ambitions de l'agenda 2063 de l'Union africaine et de la vision 2050 de l'organe sous-régional visant à tirer parti de la numérisation pour garantir le développement économique. L'initiative vient soutenir les efforts de la CEDEAO pour accélérer la transformation structurelle des États membres et favoriser l'intégration régionale à travers la diversification économique et la création d'emplois. On est donc dans une stratégie qui va certainement aider plusieurs pays à sortir de l'ornière, qui va aider certains secteurs africains à avoir plus de visibilité à l'international. Il faut donc allier la stratégie du commerce électronique à celle de la stratégie du commerce énergétique pour que l'énergie serve de façon optimale aux objectifs du commerce électronique. Sinon, le commerce électronique pourrait évoluer technologiquement, mais être complètement plombé par l'énergie. Le potentiel de l'économie numérique pour l'avenir de l'Afrique est important. Les experts insistent sur l'importance de relever les défis existants en matière de connectivité et d'électricité pour tirer pleinement profit de ce potentiel. Ils recommandent un leadership politique renforcé et un cadre de coordination robuste au niveau national et régional, gage du succès de la mise en œuvre de ces stratégies et d'une croissance inclusive pour la sous-région. Toujours sur le plan africain, le monde de l'entrepreneuriat est en souffrance. En Afrique du Sud, la cause est tout trouver des délestages à n'en point finir paralyse l'activité des entrepreneurs au pays de l'ex-président Nelson Mandela.
En Afrique du Sud, les pannes d'électricité de plus en plus fréquentes ont un impact négatif sur les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes. Herman Duprise, éleveur de poulets basé dans la province du Nord-Ouest, compte encore ses pertes après que 40 000 de ses poulets de chair ont suffoqué et sont morts à la suite des perturbations de l'alimentation électrique qui ont touché la petite ville agricole de Lichtenberg au début de l'année. Le contrôleur de ce poulailler qui s'est éteint, c'est le cerveau de la maison. Il gère littéralement tout. Il gère l'alimentation, le refroidissement, la ventilation, l'humidité et la température. En tant qu'éleveur de poulets, nous dépendons donc à 100% de l'électricité. C'est pourquoi j'ai 3 générateurs en cas d'urgence, parce que nous savons que nous pouvons tomber en panne d'électricité. Une grande partie de l'élevage de poulets de cet agriculteur dépend d'une alimentation électrique régulière pour réguler l'environnement dans lequel ces poulets sont élevés. Je pense que je ne parle pas seulement du côté des poulets, mais aussi du côté du maïs. Il y a d'autres personnes qui élèvent du bétail. Nous avons besoin d'électricité pour les pompes à eau de nos animaux, mais je pense qu'il devrait juste donner aux agriculteurs d'Afrique du Sud un peu de répit sur la quantité de phases de délestage que nous devons traverser. Adil Nchabeleng, expert en énergie, a déclaré qu'il pensait que les résidents qui ont subi des pertes importantes devraient exprimer leur colère au gouvernement. Je suis heureux que le nouveau ministre se concentre désormais sur le maintien en activité des centrales électriques, sur l'allongement de leur durée de vie et sur l'augmentation de la production d'électricité. Vous verrez alors une amélioration à l'échelle générale. L'économie, le PIB améliorera l'efficacité en termes de création d'emplois. Les industries qui ont quitté l'Afrique du Sud reviendront. Notre secteur agricole sera en mesure de pomper. Ces dernières années, la production d'électricité en Afrique du Sud est devenue tellement insuffisante que l'économie la plus développée du continent doit faire face à des pannes de courant tournantes pouvant durer de 8 à 10 heures par jour. Abordons à présent cette actualité qui est particulièrement dégradante pour le continent africain. Un phénomène migratoire quasi interminable, de nouvelles vagues d'arrivées signalées sur les côtes italiennes et autres îles. On parle de 4000 personnes qui sont arrivées ce week-end en Italie. Les autorités sont tout simplement débordées et appellent au secours la communauté internationale. Près de 4000, c'est le nombre de migrants qui ont débarqué sur l'île italienne de Lampedusa vendredi et samedi. Un nombre record. Construit à l'origine pour une capacité maximale de 850 personnes, le centre de premier secours et d'accueil de l'île est plus que submergé. En Sicile, ce sont 1301 personnes qui ont été prises en charge ces derniers jours. 600 migrants ont aussi été secourus en mer de Calabre. Autant de chiffres qui n'incluent pas les morts et les disparus. Par ailleurs, l'ONG SOS Méditerranée, dont le navire Ocean Viking secourt des migrants en mer, a accusé ce samedi des gardes-côtes libyens d'avoir tiré des coups de feu pour empêcher un sauvetage. Environ 80 personnes auraient finalement été interceptées et renvoyées en Libye, signe que l'accord conclu en 2017 entre l'Italie et la Libye avec le soutien de l'Union européenne perdure. Il prévoyait d'encourager de maintenir les efforts de Tripoli à intercepter les migrants et à les renvoyer dans ces centres de détention. Terminons ce point de l'information avec cette triste actualité. Je vous le disais en titre, la ville de Rolling Fork aux États-Unis a été victime d'une tornade inédite. Les victimes se comptent par dizaines. 2000 logements au total ont été détruits par cette catastrophe naturelle. Le constat tout de suite en images. C'est un ciel bleu qui contraste avec les intempéries des derniers jours. La ville américaine de Rolling Fork, dans le Mississippi, a été quasiment rayée de la carte par une tornade vendredi soir et de nouveaux orages pourraient faire leur apparition dans les prochaines heures. Au moins 25 personnes ont été tuées et 55 ont été blessées. Le président américain a décrété l'état d'urgence, permettant de débloquer l'aide pour les sinistrés. 2000 logements ont été endommagés ou totalement détruits. Les autorités locales doivent faire face à la détresse de la population. We know that this is going to be a long-term recovery event, and we can see just where we're standing here that one of the major issues that we're going to face is housing, and how do we help the individuals that have been impacted by this horrific event. La dévastation est telle que les habitants sous le choc ne savent pas par où commencer pour déblayer. Les équipes s'efforcent d'enlever les arbres cassés ou déracinés qui bloquent les lignes électriques, privant des milliers de personnes de courant.
Only thing I'm looking for is some help. Just give us some help. I know we all done lost everything. We got to start from the bottom. Please just help us out. Give us some kind of assistance right here. Because it is so hard for some people that not working, don't have a job. Help us out, please. Thank you. Les tornades sont fréquentes dans cette région, bien que difficiles à prévoir. Des phénomènes météorologiques qui se produisent entre le printemps et le début de l'été. Et voilà, c'est sur ces images qui font froid dans le dos que nous mettons un terme à cette édition. Ça a été un bonheur de nous inviter chez vous grâce à la magie de la télévision. Merci à toutes les équipes en régie qui nous ont permis d'être chez vous ce soir à 19h. Merci à vous tous de votre aimable fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente suite des programmes sur la télé qui transforme. Bonsoir chez vous.